J'ai englouti toutes mes économies, le fruit de toute une vie, dans le rêve de mon fils, allant même jusqu'à vendre ma maison pour lui. Mais le jour où il m'a regardé droit dans les yeux, à travers la table du dîner, et m'a traité de bouche inutile à nourrir, c'est là que mon monde s'est effondré. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il bâtissait un empire avec mon argent, une vérité discrète allait éclater, révélant une fortune qui ferait de moi la véritable reine de leur empire. Ils appelaient cela un cadeau. La dépendance baignait dans la pâle lumière du matin, une image trompeuse de sérénité. Je suis Éléonore Mercier, 64 ans, et maintenant, cela me semblait moins un sanctuaire qu'une cage soigneusement construite. Mes jours ici étaient marqués par un froid insidieux, une froideur qui ne venait pas des murs, mais du silence qui remplissait désormais chaque recoin de ma vie. Cela n'avait pas toujours été comme ça. Avant, il y avait André. Son rire avait toujours été l'antidote à tout silence. C'était un homme qui voyait des constellations dans une tasse de café renversée. Un rêveur doux avec un esprit précis, presque scientifique, pour les chiffres. Il a bâti notre vie brique par brique, puis sou par sou, assurant un pécule, une fondation solide. Mais ensuite, le cancer est arrivé, une marée implacable qui a emporté non seulement mon fils, Marc, était bouleversé. Sa femme, Léa, avait offert des mots réconfortants, une main chaleureuse sur mon bras. Ils avaient leurs propres difficultés alors. Leur restaurant, la cuillère d'or, battait de l'aile. Un rêve, disait-il, ayant juste besoin d'un investissement conséquent pour vraiment briller. Toutes les économies de ma vie, le moindre centime qu'André avait si méticuleusement mis de côté, ont été engloutis dans ce rêve. Marc, les yeux sincères, avait promis « Maman, on te remboursera. Chaque centime. » Léa m'avait prise dans ses bras, une étreinte rare, sincère. « Tu auras toujours ta place chez nous, Éléonore, un foyer confortable, une famille. » Alors, j'ai vendu le modeste pavillon de 3 pièces qu'André et moi avions partagé pendant 40 ans. Trop de souvenirs enterrent en ces pièces, trop d'échos d'une vie que je ne pouvais plus toucher. Marc et Léa, radieux, m'ont conduite à la charmante dépendance, discrètement nichée à l'arrière de leur vaste propriété récemment rénovée. « Votre propre espace privé !» avait gazouillé Léa, faisant un grand geste de la main. Parfait pour une retraite paisible. Cela semblait parfait alors. Une entrée séparée, une petite kitchenette, un coin salon douillet, une chance de guérir. Mais la poussière de leurs promesses s'est vite déposée. La dépendance est devenue une distance polie. J'ai commencé à préparer de petits plats pour eux, de simples gratins, pensant alléger leur fardeau. Marc et Léa toujours occupés, toujours pressés. Lourette ma cuisine au téléphone. Mais la nourriture resterait dans leur réfrigérateur pendant des jours, intacte. « Oh maman !» disait Marc, me surprenant un plat de gratin à la main. « On vient de prendre un plat à emporter. Tu aurais dû appeler. » Les mots non dits pesaient lourds. « Tu es un fardeau. Tu n'as pas demandé. » Je finirais par jeter la nourriture, le poids froid du plat faisant écho à la froideur dans l'air entre nous. Ce n'était jamais une insulte directe. Pas au début. Juste un effacement progressif de ma présence. Une invitation à dîner pour la semaine prochaine qui ne s'est jamais concrétisée. Des conversations dans leur maison principale qui s'arrêtaient brusquement quand j'arrivais sur le perron. Ils parlaient de leurs profits croissants, de leur empire en expansion, de leurs projets somptueux pour l'avenir. Et j'étais simplement une ombre, un témoin silencieux d'une prospérité que j'avais financée, mais que je ne partageais pas. Je croisais parfois le regard de Léa, un éclair d'irritation rapide, immédiatement masqué par ce sourire trop mielleux. « Tout va bien, Éléonore ?»
demandait-elle, sa voix teintée d'une fausse préoccupation. « Tu as l'air un peu... silencieuse. Silencieuse. J'avais toujours été silencieuse. Mais maintenant, c'était comme être muselée, effacée. La dépendance est devenue plus froide à mesure que l'hiver s'installait. J'en ai parlé à Marc, une plainte hésitante concernant la vieille isolation. Il a grogné, absorbé par son téléphone. Juste de vieux fils électriques, maman. On s'en occupera. Il ne l'a jamais fait. J'ai acheté un petit chauffage électrique. Son bourdonnement constant est devenu mon compagnon. Une triste berceuse contre le froid insidieux, physique et émotionnel. Je mangeais moins, cuisinais trop, et souvent je fixais la chaise vide, de l'autre côté de ma petite table, souhaitant l'écho du rire d'André. Le seul réconfort qui pouvait vraiment me manquer sans honte. Il bâtissait un empire sur mes ruines. La cuillère d'or était florissante, s'étendant à de nouveaux emplacements. Marc était une célébrité locale, Léa organisant des galas de charité étincelants. Les économies de ma vie étaient le fondement. Pourtant, j'étais plus invisible que la peinture écaillée sur les murs de la dépendance. Mon nom n'était jamais mentionné. Ma contribution, jamais reconnue. C'était comme si j'avais cessé d'exister au moment où mon argent avait atterri sur leur compte. Le coup de grâce, dévastateur, est tombé, comme souvent les trahisons à table. J'avais, follement peut-être, refait le pâté en croûte au poulet préféré d'André. L'arôme, épais de souvenirs, emplissait leur salle à manger formelle. Marc était assis en face de moi, parcourant son téléphone, la lumière bleue peignant son visage d'un relief saisissant. Léa jouait avec sa nourriture, jetant parfois un coup d'œil dédaigneux à une vidéo que Marc lui montrait. L'air était lourd, suffocant de non-dits. Puis Marc a levé les yeux, pas vers moi mais autour de la pièce, comme s'il s'adressait à un public invisible et jugeur. Sa voix, plate et sans émotion, a tranché le silence. « Tu sais, » a-t-il commencé, « il est peut-être temps d'arrêter de faire semblant que c'est temporaire. Nous ne sommes pas une œuvre de charité. » J'ai eu le souffle coupé. Léa s'est figée, sa fourchette cliquetant contre l'assiette. Mon cœur a commencé à battre un rythme frénétique contre mes côtes. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je réussi à demander. Ma voix un murmure à peine audible. Il a ricané, une torsion cruelle de ses lèvres. « Je veux dire, combien de temps ça va durer? Tu ne travailles pas, tu ne contribues pas. On a des factures. On n'a pas signé pour des bouches supplémentaires à nourrir. » Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Chacun une coupure précise, agonisante. Des bouches supplémentaires à nourrir. Après tout ça, je me suis tournée vers Léa, désespérée, la suppliant d'intervenir, pour un seul mot de défense. Mais elle n'a pas croisé mon regard. Elle a juste marmonné, tirant sur un fil lâche de sa serviette. « C'est peut-être mieux, si tu trouves quelque chose de plus stable, pour le bien de tous. Le bien de tous. » La phrase a résonné dans le silence soudain et fracassant. Une confirmation finale et accablante de mon effacement. Ma propre belle-fille, scellant mon destin. Je n'ai pas crié, je n'ai pas discuté, je n'ai même pas pleuré. Le choc était trop profond, la trahison trop absolue. Je me suis simplement levée. Le grincement de ma chaise anormalement fort contre le parquet poli. Et j'ai marché jusqu'à ma petite chambre, dans la dépendance. 2 valises. C'est tout ce qui me restait. J'ai fait mes valises dans un état second, fourrant des vêtements, quelques vieilles photos, une écharpe fanée d'André. Chaque objet était le fantôme d'une vie désormais totalement disparue. Je n'ai même pas pleuré pendant que je faisais mes valises. Les larmes sont venues plus tard, bien plus tard. Elles ont attendu que je me tienne devant leur grande maison, les réverbères projetant de longues ombres moqueuses. Le vent mordait à travers mon mince manteau
Mais le froid en moi était bien pire. Je n'avais nulle part où aller. Personne à appeler. Marc n'avait même pas pris la peine de me raccompagner. Léa n'avait pas regardé en arrière. Je me souviens m'être assise sur le trottoir pendant ce qui m'a semblé 1 heure. Mon téléphone éteint, mon cœur éteint, pensant, c'est ça, être effacé. Cette nuit-là, j'ai pris une chambre dans un motel bon marché. Le genre où le papier peint se décolle et où le distributeur automatique, devant ma porte, fredonne une mélodie mélancolique. Je suis restée éveillée, fixant le plafond taché d'humidité, me demandant comment tout avait pu devenir si froid, me demandant ce que j'avais fait pour mériter un tel abandon. Le lendemain matin, j'ai envoyé un SMS à Marc. « Je comprends, je t'aime toujours. » Pas de réponse. J'en ai envoyé un autre quelques jours plus tard, un simple message pour prendre des nouvelles. Toujours rien. Le silence est devenu une chose vivante, une bête affamée rongeant mon espoir. Et puis, le vrai désespoir s'est installé, plus profond et plus glaçant que n'importe quel froid. Mon monde a rétréci. La chambre de motel, avec son papier peint qui se décollait et le bourdonnement du distributeur automatique dehors, est devenu mon univers. Chaque jour se fondait dans le suivant. Une douce aquarelle grise. J'ai envoyé des SMS à Marc, de simples mots d'espoir, comme des cailloux jetés dans un abîme. « Je vais bien. Je voulais juste savoir comment tu allais. » Pas de réponse. 2 semaines plus tard, un emoji cœur. Silence. Je me suis dit qu'il était occupé, que Léa l'influait, tordant ses pensées. Mais l'espoir, autrefois une flamme stable, a commencé à vaciller. Mon argent diminuait. J'ai cherché du travail, n'importe quoi. Des supermarchés, des réceptions, même un restaurant routier au bord de l'autoroute. Mais une veuve en deuil à la fin de la 50aine, sans historique de travail récent, était toujours surqualifiée ou no code ne correspondait pas au profil. La solitude est devenue un poids écrasant, plus lourd que la honte qui me brûlait la poitrine. J'avais consacré toute ma vie à Marc. Comment pouvait-il me tourner le dos si facilement? Un soir, désespérée de trouver quelque chose de familier, j'ai ouvert l'unique boîte de souvenirs que j'avais apportée de mon ancienne maison. Elle était poussiéreuse, remplie de photos fanées, de vieilles lettres. Au fond, niché parmi des bibelots oubliés, se trouvait un petit carnet relié en cuir, le journal intime de ma mère. Je ne l'avais pas regardé depuis des années, peut-être même jamais. Mais quelque chose m'a poussée. Je me suis assise au bord du lit de motel, la lampe projetant une faible lueur. Son écriture, nette et ronde, remplissait les pages. Au début, c'était la vie ordinaire. Puis, une entrée datée de juin. Il est revenu aujourd'hui. Il a dit qu'il souhaitait que les choses soient différentes, qu'il aurait voulu que je sois sa femme. Mais il a une famille, une entreprise, un nom à protéger. Éléonore ne saura jamais. Elle ne doit jamais savoir. Mon souffle s'est coupé. J'ai tourné d'autres pages. Il a dit qu'il avait pris des dispositions. Si jamais quelque chose lui arrivait, il ferait en sorte qu'Éléonore ait quelque chose. Ce ne sera pas officiel, bien sûr. Mais il m'a promis une fiducie, une lettre. Il a dit que son avocat, Maître Dubois, connaîtrait ce nom. Le nom a résonné. Un écho oublié d'un passé lointain. Et pour la première fois depuis des mois, un pan d'histoire oublié a commencé à respirer à nouveau. Avez-vous déjà trébuché sur une vérité qui redéfinit tout ce que vous pensiez savoir de votre passé? La vérité brûlait. Mes mains tremblaient, serrant le journal intime relié en cuir. Éléonore ne saura jamais. Mais je savais. Mon souffle s'est coupé dans ma poitrine. Une quête désespérée d'air. J'ai relu l'entrée. Puis encore, les mots se brouillant à travers les larmes non versées. Toute ma vie, une illusion soigneusement construite. Une mère discrète, un père dévoué,
Un passé simple, ordinaire. Maintenant, brisé. J'ai feuilleté d'autres pages, une recherche frénétique de réponses. Les entrées faisaient allusion à des rendez-vous clandestins, des conversations chuchotées, de petites sommes d'argent dont ma mère avait désespérément besoin, mais qu'elle essayait de refuser. Il était toujours désigné par des initiales, HJS. Mais ensuite, une entrée ultérieure, datée de février. Il a dit qu'il avait pris des dispositions. Si jamais quelque chose lui arrivait, il ferait en sorte qu'Éléonore ait quelque chose. Ce ne sera pas officiel, bien sûr. C'est trop dangereux. Mais il m'a promis une fiducie, une lettre. Il a dit que son avocat, Maître Dubois, connaîtrait ce nom. Dubois. Le nom a résonné, un faible murmure d'un monde que je ne connaissais pas. Il m'a fallu 2 jours, recroquevillé devant l'ordinateur commun du motel, mes doigts maladroits sur les touches, pour le trouver, Léonard Dubois, un avocat spécialisé en succession à la retraite, toujours répertorié au sein d'un cabinet privé à Bordeaux. Je n'ai pas appelé, mes mains tremblaient trop. Ma voix trahirait le vif de ma découverte. Au lieu de cela, j'ai écrit une lettre. Une vraie lettre manuscrite. Le genre que les gens envoyaient. Quand les mots avaient plus de poids que les chiffres. J'ai expliqué qui j'étais, qui avait été ma mère. Ma supplique désespérée pour une conversation. 2 semaines plus tard, le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Éléonore Mercier a grésillé une voix à travers le téléphone bon marché. Vieille, rocailleuse. C'est Léonard Dubois. Mon cœur a tambouriné. Il savait. Je me suis toujours demandé si vous me contacteriez un jour, a-t-il dit, sa voix plus douce, presque un murmure. Il y a quelque chose que vous devez voir. J'ai pris un autocar Flixbus pour Bordeaux le lendemain matin. Ma valise était à moitié faite, juste au cas où il serait un arnaqueur. L'autocar tanguait, un cercueil de métal me portant vers une vérité inconnue. Le doute me rongeait. Était-ce une folie? Étais-je en train de courir après un fantôme? Une illusion née du chagrin et du désespoir? Mais les mots du journal, la promesse oubliée, me tiraient en avant. Elle ne doit jamais savoir. Je savais maintenant. Lorsque j'ai enfin pénétré dans son bureau, l'air lourd et silencieux m'a oppressé. De vieux livres tapissaient les murs, des volutes de poussière dansaient dans les fines raies de soleil. Ça sentait le papier ancien et les histoires stues. Maître Dubois était aussi vieux que son cabinet, son regard bienveillant mais fatigué. Il n'a pas prononcé de discours dramatique. Il a simplement tendu la main vers un tiroir et posé une enveloppe scellant sur son grand bureau en acajou. Jaunie, fragile, adressée simplement à ma fille, Éléonore Louise. Mon souffle s'est coupé. Le monde a basculé. Le nom sur l'enveloppe, griffonné d'une main élégante et inconnue. Harold James Valois, le fondateur d'Énergie Valois, l'une des plus grandes firmes énergétiques du sud-ouest de la France. Un homme dont j'avais vu le visage dans les coupures de journaux toute ma vie. Un homme avec une famille, un nom, un héritage. Je n'ai pas pu lire la lettre entière d'un coup. Les larmes ont brouillé l'encre. Il avouait tout. L'aventure, le regret, l'amour silencieux. En cas de mon décès, j'ai veillé à ce qu'une partie de mes biens personnels, intraçables par ma succession, vous soit remise par l'intermédiaire de Maître Dubois. Vous êtes de mon sang, et même si j'ai été trop lâche pour vous reconnaître de mon vivant, je vous reconnais maintenant dans la mort. Maître Dubois a glissé un dossier sur la table. Compte bancaire, un portefeuille d'investissement modeste, titre de propriété, acte notarié. La valeur totale, un peu plus d'1 million d'euros. J'ai fixé les papiers, puis lui, la vérité s'installant sur moi comme une pluie tant attendue. « C'est réel », ai-je murmuré. Il a hoché la tête.
son regard inébranlable. C'est à vous. Ça l'a toujours été. Mon cœur a tonné, non pas à cause de l'argent, mais parce que pour la première fois de ma vie, je me sentais choisie, vue. Je n'étais pas un fardeau. Je n'étais pas effacée. J'étais de son sang. Et je me suis demandé ce que cela ferait de vivre enfin. Une vie non pas définie par ce que les autres prenaient, mais par ce qui était légitimement mien. Le monde semblait différent. Je n'ai pas crié, ni ri, ni craqué. Je suis simplement restée assise dans le bureau paisible de Léonard Dubois, la lettre jaunie d'Harold James Valois tremblant entre mes mains. 1 million d'euros. Le chiffre lui-même était un lointain bourdonnement, presque insignifiant. Ce qui a vraiment tonné dans mon cœur, c'était la confession. Vous êtes de mon sang, et même si j'ai été trop lâche pour vous reconnaître de mon vivant, je vous reconnais maintenant dans la mort. Mon père, un homme dont j'avais vu la vie publique de loin, dont le nom ornait des bâtiments. Maintenant, dans la mort, tendant la main pour me réclamer. Pour la première fois de mes 64 ans, je me sentais choisie, vue. Pas un fardeau, pas une arrière-pensée, mais une revendication directe, indéniable. Cette nuit-là, de retour dans la chambre de motel qui semblait désormais incroyablement petite, incroyablement crasseuse, je n'ai pas dormi. Je suis restée éveillée, fixant le plafond, comme je l'avais fait pendant des mois. Mais cette fois, les ombres sur les carreaux tachés dansaient avec une lumière nouvelle. Un sourire tranquille s'est dessiné sur mon visage. Il pensait m'avoir jetée. Il pensait que j'étais finie. Mais il n'avait aucune idée. Je n'étais pas brisée. Je ne faisais que commencer. Je ne me suis pas précipitée de retour à Bordeaux. Quelque chose de profond avait bougé en moi. Un tremblement sismique sous la surface calme que j'avais toujours présentée. Je n'étais plus seulement Éléonore, la mère oubliée. J'étais quelqu'un de nouveau, quelqu'un à qui on avait menti toute sa vie et qui voyait enfin la vérité. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je ne me noyais plus dans la honte familière qui s'était accrochée à moi comme un linceul. Je respirais la clarté, pure et froide. Je suis restée à Bordeaux quelques jours de plus, pas dans le même motel. J'ai utilisé une partie des fonds, nouvellement accessibles, pour réserver une petite chambre respectable dans un hôtel-boutique, des draps propres et des murs silencieux, contrastant fortement avec le papier peint écaillé auquel je m'étais habituée. J'ai marché. J'ai simplement marché. À travers des quartiers que je n'avais fait qu'apercevoir d'une fenêtre de bus, sirotant un café dans des cafés tranquilles, regardant les gens vivre leur vie. Des gens qui n'avaient pas été jetés comme des ordures indésirables. Et pour la première fois, je ne les ai pas enviés. Je les ai étudiés. Je me suis demandé qui parmi eux affichait des sourires masquant un chagrin, qui avait été trahi, qui s'était battu pour sortir de l'invisibilité. Léonard Dubois, fidèle à sa parole, m'avait donné plus qu'un héritage. Il m'avait donné du temps. Le temps de digérer, le temps de respirer, le temps de comprendre ce que je tenais maintenant entre mes mains. Ce n'était pas seulement de la richesse, c'était du pouvoir. Et moi, la femme discrète qui avait toujours obtempéré, toujours sacrifié, n'avait aucune idée de ce qu'il fallait en faire. Pourtant, l'humiliation que j'avais endurée, le profond sentiment d'abandon, avait une façon de se transformer en carburant. Lorsque je suis finalement retournée à Bordeaux, je ne suis pas retournée au motel. J'ai loué un appartement à court terme dans le centre-ville, juste à côté du quartier des Chartrons, un espace moderne et calme qui sentait le produit citronné plutôt que la cigarette froide. Le genre d'endroit que Marc et Léa n'auraient jamais imaginé que je puisse me permettre. J'ai commencé à m'habiller différemment aussi.
pas ostentatoire, mais plus soigné, plus intentionnel. Des vêtements simples et ajustés, une nouvelle coupe de cheveux qui encadrait mon visage d'une confiance tranquille. Je devenais invisible d'une nouvelle manière. Le genre d'invisible qui vous permet d'observer, d'écouter, de vous déplacer dans le monde sans être vu, tout en voyant tout. J'ai passé des heures sur l'internet rapide de la location, à regarder des vidéos YouTube sur la finance personnelle, les contrats immobiliers, les subtilités du droit de la propriété. J'ai appris le langage des affaires, non pas parce que je voulais bâtir un empire, mais parce que je voulais me protéger. Je ne serai plus jamais impuissante. Le sentiment de vulnérabilité financière avait une douleur constante depuis le décès d'André. Une douleur que Marc et Léa avaient si impitoyablement exploitée. Maintenant, cette douleur avait disparu, remplacée par un calme bourdonnement de résolution. J'ai fait défiler les annonces immobilières, mon esprit aiguisé, ma concentration inébranlable. Et puis je l'ai vue, une annonce qui ressemblait à un destin, un murmure tranquille qui s'est transformé en rugissement. Un vieil immeuble d'appartements, un peu délabré, mais structurellement sain, mis en vente sur un site d'enchères immobilières. L'emplacement, le complexe exact où vivaient Marc et Léa. Mon cœur a battu, non pas de rage mais avec un sens froid et clair du but. Je suis restée assise là, fixant l'écran, et j'ai su. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de reprendre possession. Il s'agissait de prendre enfin le contrôle de l'endroit qu'il pensait diriger. Que faites-vous quand l'univers vous tend l'outil exact pour rééquilibrer la balance, non pas avec le feu, mais avec une précision tranquille et absolue? L'annonce semblait relever du destin. C'était un vieil immeuble d'appartements dans le quartier de la Bastide à Bordeaux. Un peu délabré mais structurellement sain. Sa façade laissant deviner des décennies d'histoire. L'emplacement fut ce qui me saisit. Le complexe exact où vivaient Marc et Léa. Mon cœur battait, non pas du tambour sauvage de la rage, mais d'un sens froid et clair du but. Il était répertorié comme en difficulté, le propriétaire étant en défaut de paiement des taxes foncières. L'enchère était prévue dans 2 semaines. Je n'ai pas hésité. J'ai d'abord appelé Léonard Dubois. Sa voix, stable et calme, fut un baume. Acheter des propriétés aux enchères peut être délicat, Éléonore, conseilla-t-il. Mais avec vos ressources et la bonne structure légale, il est tout à fait possible d'opérer. Discrètement. Discrètement. Le mot a résonné avec ma nouvelle approche. Sous les conseils experts de Maître Dubois, nous avons agi rapidement. Il a créé une nouvelle entité pour moi. Une société écran anonyme nommée Aegis Immobilier. Le nom sonnait juste. Un bouclier. Une protection silencieuse contre le monde qui m'avait rejeté. Nous avons déposé les documents, transféré les fonds. Chaque étape silencieuse, précise. J'avais l'impression d'apprendre une nouvelle langue, le langage du pouvoir, des manœuvres légales qui pouvaient remodeler des mondes, sans une seule voix élevée. L'enchère est venue et est partie avec un calme presque anticlimatique. Pas de drame avec le marteau qui frappe, pas de guerre d'enchères tendue. Tout était électronique, une série de clics et de confirmations. J'étais assise dans ma location, regardant le processus se dérouler sur mon ordinateur portable. Une tasse de thé maintenant froid à mes côtés. Lorsque la notification finale a clignoté sur l'écran, « Félicitations, vous êtes l'adjudicataire », j'ai ressenti un profond changement. Non pas une explosion de triomphe, mais un calme profond et apaisé. Et juste comme ça, légalement, discrètement, entièrement sous le radar, je possédais l'immeuble où vivaient Marc et Léa. L'immeuble d'où ils m'avaient chassé avec 2 valises et une excuse vide, où ils m'avaient humilié,
dans mon moment le plus bas. Je me souviens m'être assise à mon bureau cette nuit-là, l'écran projetant une faible lueur sur mon visage, regardant l'acte de propriété numérique. J'ai murmuré à voix haute, les mots une douce brise dans l'air immobile. Voyons comment Marc apprécie de payer un loyer à une bouche qu'il n'a pas pu nourrir. Il ne s'agissait pas d'argent, pas entièrement. Il s'agissait de fierté. Marc était un homme qui avait besoin de se sentir en contrôle. Et je venais de lui retirer le tapis sous les pieds, silencieusement, de manière décisive. 1 mois plus tard, les lettres de notification ont été envoyées à tous les locataires. Procédure standard. Les loyers seraient réévalués, les conditions de bail réexaminées. Mais pour Marc et Léa, le nouveau montant était le triple. Non pas le double, le triple de la valeur marchande. Plus les frais de retard pour leur précédent contrat de location. Je savais que ça allait leur tomber dessus comme un couperet. Un ouragan dans leur monde soigneusement construit. Pas besoin de le voir pour le savoir. Je pouvais presque sentir leur rage à des kilomètres. Marc a dû exploser. Je pouvais presque entendre ses cris, ses exigences indignées. Léa affolée, essayant de le calmer. Mais il ne s'agissait pas d'argent. Pas pour eux. Pas vraiment. Il s'agissait de contrôle. De la main subtile et invisible qui avait soudainement pénétré leur vie parfaite et l'avait serrée. 2 jours après l'envoi des avis, mon téléphone a vibré. Un numéro familier. C'était la première fois que Léa appelait depuis la nuit de mon départ. J'ai regardé sonner. Puis j'ai laissé le répondeur prendre le relais. Sa voix, lorsqu'elle est sortie du haut-parleur grêle du téléphone, était empreinte de confusion, d'une pointe de panique. « Maman, je ne sais pas si tu es au courant, mais il se passe un truc bizarre. Notre loyer vient d'exploser, genre, beaucoup. Marc pète un câble. Je ne sais pas. On peut parler ? Je n'ai pas répondu. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de gravité. Ils devaient ressentir le poids de leur choix. Chaque action a une conséquence, et certaines conséquences arrivent silencieusement, déguisées en augmentation de loyer. Je suis passée devant l'immeuble une fois tard dans la nuit. Leur lumière était allumée. Je pouvais voir des ombres bouger derrière les rideaux. Léa arpentant la pièce, Marc criant, sa silhouette reconnaissable entre toutes. Je les ai observés pendant 1 minute, puis je suis partie. Une partie de moi se sentait vide. Une partie de moi se sentait justifiée. Et une partie de moi, celle qui se souvenait encore du petit garçon que j'avais élevé, souffrait toujours horriblement. Même maintenant, sachant ce que je savais, possédant ce que je possédais, j'aurais tout donné pour être réinvitée. Non pas dans l'appartement, mais dans le cœur de mon fils. Mais je savais que ce n'était pas possible. Du moins, pas encore. Alors je suis restée silencieuse. J'ai attendu. Parce que parfois, la justice la plus retentissante est celle qui ne dit pas un mot. Et je n'avais pas encore fini. Avez-vous déjà désiré quelque chose si profondément que lorsque cela est finalement arrivé, cela a semblé à la fois libérateur et étrangement calme, presque anticlimatique? Le monde a basculé. Je n'ai pas réalisé à quel point j'avais changé avant de voir Léa au supermarché, 3 semaines après l'augmentation du loyer. Elle ne m'a pas vue. J'étais 2 allées plus loin, cachée derrière un étalage imposant de céréales en promotion. Une observatrice silencieuse de sa misère qui se déroulait. Elle avait l'air fatiguée. Pas seulement fatiguée, mais complètement épuisée. Ses cheveux étaient attachés négligemment, comme elle le faisait seulement après un long et douloureux chagrin. Son chariot de course était à moitié vide, principalement rempli de produits de base bon marché. Riz, œufs, quelques boîtes de conserve de marque générique. Mon estomac s'est serré. J'aurais dû partir. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai suivie à travers le magasin, gardant mes distances.
mon cœur battant un rythme étrange et dérangeant, comme si je faisais quelque chose de profondément mal. Elle s'est arrêtée devant une petite boîte de macaroni au fromage, puis a regardé son téléphone. Un SMS de Marc, peut-être ? Ses épaules se sont affaissées. Elle a reposé la boîte. Cette simple action, l'abandon silencieux d'un petit confort, a brisé quelque chose en moi. Non pas parce que j'espionnais, mais parce que je me suis souvenu de la petite fille qui courait vers moi en pleurant quand elle s'écorchait le genou. Celle qui me demandait chaque nuit de vérifier s'il y avait des monstres sous son lit. Et maintenant, elle vivait avec un. Je suis rentrée chez moi ce jour-là. Le silence dans ma voiture lourde de fantômes. Je suis restée assise sur le canapé pendant des heures, fixant la fenêtre, regardant le monde avancer, indifférent. J'ai pensé à la façon dont la vie nous avait transformés en étrangères, comment une dette de gratitude s'était muée en cette leçon brutale. Mais je me suis rappelé, ce n'était pas une punition, c'était une conséquence. Et une conséquence, je le savais, se faisait attendre depuis longtemps. J'avais des plans maintenant, non seulement pour l'immeuble, mais pour une partie d'échecs silencieuse et lente. Chaque coup calculé, chaque pas réfléchi. Avec Aegis Immobilier pleinement opérationnel et la propriété légalement transférée, j'ai commencé les améliorations. Des petites au début. Réparer les fuites persistantes, remplacer les serrures cassées, installer un nouvel éclairage plus lumineux dans les couloirs. Marc était trop distrait par l'augmentation du loyer, criant sur le gestionnaire immobilier par email, exigeant des réponses pour remarquer quoi que ce soit. Il n'avait toujours pas découvert le véritable propriétaire. Je savais comment fonctionnait son ego. Il n'allait pas déménager. Il verrait cela comme une défaite. Et Léa, elle suivrait son exemple, comme elle l'avait toujours fait, piégée dans l'orbite de sa rage. J'ai donc poursuivi. J'ai changé la signalisation de la propriété, fait installer une caméra de sécurité discrète près du hall et mis à jour les boîtes aux lettres des locataires, le tout au nom de ma société, Aegis Immobilier. Personne ne savait qui était derrière tout ça. J'étais un fantôme, une force invisible. Puis vint l'avis officiel, inspections annuelles obligatoires pour toutes les unités. Marc a envoyé une réponse furieuse via le portail des locataires, rempli de menaces vides et d'une indignation vertueuse. J'ai souri en le lisant. Il se décomposait et je n'avais pas besoin de lever le petit doigt. Pendant ce temps, je devenais quelqu'un que je reconnaissais à peine. Mes cheveux étaient coiffés différemment maintenant, plus affirmés. Mes vêtements, simples mais taillés sur mesure. Je marchais avec détermination, non plus le pas traînant d'une femme vaincue. J'ai commencé à participer à des rencontres d'entrepreneurs sous un pseudonyme. Éléonore Mercier n'existait plus. J'ai appris les ficelles de l'immobilier, tissant des liens discrets. Personne ne s'est enquis de mon passé. Il ne voyait qu'une femme posée, au regard vif et au capital disponible. Le meilleur déguisement, j'apprenais, était la simple vérité qu'il ne pouvait pas voir. Un matin, j'ai croisé Léa et Marc sur le parking alors que je sortais d'une réunion de locataires. J'ai gardé mes lunettes de soleil, les cheveux serrés en un chignon élégant, un dossier de documents serré contre ma poitrine. Léa m'a à peine regardée, distraite, ses yeux cernés. Marc ne m'a pas du tout reconnue. Il est juste passé en grommelant, absorbé par sa conversation téléphonique. Plus tard ce soir-là, j'étais assise dans mon salon, sirotant mon thé, songeant à l'étrange sensation de passer juste à côté de son propre enfant et d'être invisible. Non pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on est plus forte, qu'ils ne se souviennent. Ils ne pouvaient pas me voir maintenant parce qu'ils ne connaissaient que la version de moi qu'ils avaient l'habitude de contrôler. Et cette femme avait disparu. Les messages vocaux doux et hésitants de Léa continuaient.
chacun un fil fragile de désespoir. « Salut maman, je voulais juste voir si tu avais peut-être le temps de parler. Je sais que les choses ont été compliquées. » Je n'y ai pas répondu, non par cruauté, mais parce qu'il fallait qu'elle ressente le vide qu'elle avait créé. Et chaque fois que le doute tentait de s'immiscer, un froid murmure de mon ancien moi. J'ouvrais le journal de ma mère. Je lisais ces mots encore et encore. Éléonore ne saura jamais. Elle ne doit jamais savoir. Mais je savais maintenant. Et avec cette connaissance est venue une sorte d'armure que personne ne pouvait déchirer. Je n'étais plus la femme suppliant de rester sous leur toit. J'étais la femme qui en était propriétaire. Y a-t-il un moment dans votre vie où vous avez réalisé que votre silence n'était pas une faiblesse, mais votre plus grande force? J'ai toujours cru que la vengeance n'était pas une question de revanche. C'était une question d'équilibre. Mais lorsque j'ai vu la réponse de Marc par email à l'augmentation du loyer, une petite lueur de satisfaction, indéniable et perçante, s'est allumée en moi. L'objet criait « C'est absolument inacceptable !» Le corps était un torrent furieux. C'est forcément une erreur. Tripler notre loyer est de l'extorsion. J'exige de parler au propriétaire de cette maudite baraque. Nous vivons ici depuis 3 ans et n'avons jamais eu un seul retard. C'est du vol. Il a signé Marc Desmerciers, comme si son nom signifiait quelque chose. J'ai lu l'email 3 fois, savourant l'indignation brute. Puis je l'ai transféré à mon gestionnaire immobilier avec une note simple et clinique. Veuillez répondre en utilisant la clause C standard concernant les ajustements de prix du marché. Aucune exception spéciale. Marc n'était pas seulement en colère. Il était sidéré. Son arrogance, une vie entière de droits acquis sans effort, n'avait jamais laissé de place à l'idée que quelqu'un puisse le déjouer. Il était si habitué à être en contrôle que l'idée de devoir rendre des comptes à un propriétaire sans visage le rendait fou. Il s'attendait à un nom, à une cible pour sa fureur. Il n'a eu que le silence. Léa a tenté de m'appeler à nouveau cette même nuit. Le message vocal était différent. Plus de simulation de politesse. « Maman, je sais que tu ne réponds pas, mais j'ai vraiment besoin de te parler. Les choses sont compliquées en ce moment. » Marc est contrarié. Il s'en prend à tout. On essaie de trouver des solutions. Tu me manques, vraiment. Sa voix s'est brisée à la fin. Un son brut de désespoir. Un instant, mes doigts ont plané au-dessus de l'écran. Je pouvais la rappeler, lui offrir du réconfort, lui dire que ça irait, que je réglerais tout. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que ça n'allait pas. Et je ne pouvais pas continuer à réparer les désordres qu'elle avait contribué à créer. Léa était restée là, impassible, alors qu'il me jetait dehors comme si je n'étais qu'une facture qu'il ne pouvait pas se permettre. Et maintenant que la pression pesait sur elle, elle se souvenait comment composer mon numéro. Non, qu'elle reste un peu plus longtemps avec le silence. La semaine suivante, j'ai autorisé des améliorations supplémentaires sur la propriété. Nouvelle peinture extérieure, éclairage des couloirs plus lumineux, améliorations paysagères qui ont apporté une fraîcheur verdoyante au terrain autrefois négligé. Le loyer exorbitant de Marc n'était pas seulement une punition. Il finançait des améliorations pour tous les autres locataires. Une ironie tranquille qu'il ne pouvait pas percevoir. Tous les autres en bénéficiaient. Lui, non. Il a commencé à laisser des notes furieuses sous la porte du bureau de gestion immobilière. La pression de l'eau est nulle. Les poubelles s'accumulent. Si c'est pour ça qu'on paie, c'est une blague. Chaque note restait sans réponse. Léa a cessé de laisser des messages vocaux. Elle a commencé à envoyer des SMS à la place. Des messages courts, désespérés. « Salut, on peut parler ? J'ai vraiment besoin de toi. » Puis le silence à nouveau. Pendant ce temps, je regardais les relevés bancaires arriver. Aegis Immobilier était stable,
rentable. Les autres locataires étaient calmes, respectueux, payaient à temps. Il n'y avait que Marc qui faisait du bruit, et Léa prise dans sa tempête. Mais les choses ont changé lorsque j'ai reçu le rapport trimestriel du gérant d'immeuble. Étaient jointes des photos de l'unité de Marc et Léa. La salle de bain avait des moisissures. Les carreaux de la cuisine étaient fissurés. Le courrier s'empilait sur le sol. Ils faisaient des économies de bouts de chandelle, vivaient chichement. J'aurais dû ressentir de la pitié. Au lieu de cela, j'ai ressenti de la clarté. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait de pouvoir. Et Marc le perdait vite. Le bruit courait dans l'immeuble qu'il avait commencé à faire, des heures supplémentaires, à son restaurant, travaillant tard dans la nuit. Léa a été vue en train de pleurer sur les marches arrière un après-midi par un autre locataire, le visage enfoui dans ses mains. Il se désagrégeait de l'intérieur et je n'avais pas à dire un seul mot. C'était la partie à laquelle je revenais sans cesse. Pendant si longtemps, j'avais été celle qui suppliait d'être entendue, suppliait Léa de voir ce qu'était Marc, de voir ce qu'elle devenait en restant à ses côtés. Maintenant, ils s'étouffaient dans leur propre silence et je regardais d'en haut, littéralement. Mon nouvel appartement, un étage plus haut dans un autre immeuble, offrait une vue sur leur cour, une vue qu'ils ne pourraient jamais se permettre. Je ne les observais pas tout le temps, juste assez pour me souvenir que je n'étais pas folle, que je n'avais pas imaginé la trahison, que ce qu'il m'avait été fait méritait des conséquences. Et pourtant, malgré tout cela, certaines nuits, je me retrouvais toujours assise près de la fenêtre, tenant mon téléphone, fixant le dernier message de Léa. « Besoin de toi ». La femme en moi, la mère, ressentait toujours un pincement au cœur. Mais la femme que j'étais devenue, elle savait que ce n'était que le début, un instant d'observation silencieuse. A-t-il déjà révélé plus que n'importe quelle confrontation directe n'aurait pu le faire? J'ai toujours pensé que le chagrin d'amour se manifestait par des moments bruyants. Portes qui claquent, mots criés, scène publique. Mais le vrai chagrin d'amour, j'ai appris, il est silencieux. Il prend la forme d'un message vocal auquel on ne répond pas, d'un message laissé non lu, du silence tendu entre vous et quelqu'un qui vous appelait autrefois « maman ». Les appels de Léa avaient cessé, les SMS se sont raréfiés, mais les dégâts de son côté ne semblaient que s'amplifier. D'après ce que j'ai compris par le personnel de l'immeuble, la tension dans leur appartement s'était transformée en hostilité ouverte. Marc s'en prenait à tout le monde, refusant les demandes d'entretien et exigeant des inspections inutiles, cherchant quelqu'un à blâmer, n'importe qui sauf lui-même. Léa, m'a-t-on dit, semblait ne pas avoir dormi depuis des jours, ses mouvements lents, ses yeux cernés. Je n'ai pas jubilé, je n'ai pas célébré. Il ne s'agissait pas de les regarder souffrir. Il s'agissait de quelque chose de bien plus douloureux. Voir la fille que j'avais élevée, rester volontairement dans une cage, et appeler cela de l'amour. Un après-midi, mon gestionnaire immobilier a envoyé un rapport suite à une plainte pour tapage. Le voisin du dessous avait entendu une dispute houleuse, des cris concernant la perte de contrôle et « c'est entièrement de ta faute ». Marc était parti en trombe et n'était pas revenu avant le lendemain matin. Léa était restée enfermée à l'intérieur de l'appartement toute la nuit. Lumières éteintes, rideaux fermés. J'ai attendu, non pas Marc, mais elle. Il a fallu 2 jours de plus, 2 longs jours douloureux. Puis, juste au moment où le soleil se couchait derrière les arbres, un soir, l'interphone de mon immeuble a sonné. « Bonjour. C'est Léa Mercier. Je me demandais si Éléonore, je veux dire, ma mère, habitait ici. Mon cœur s'est arrêté. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste regardé l'écran, figé. Puis lentement, mon doigt a tendu la main
et a appuyé sur l'ouverture de la porte. 10 minutes plus tard, un léger coup a résonné à la porte de mon appartement. Quand j'ai ouvert, elle était là, ressemblant à l'ombre de la fille que j'avais élevée. Pâle, maquillage estompé, des plis sur sa chemise. Elle paraissait 20 ans de plus que son âge. Nous nous sommes regardés longuement. Aucune de nous n'a parlé. Finalement, elle a expiré. Un son silencieux et brisé. « Salut, maman !» Je me suis écartée. Elle est entrée lentement, hésitamment, comme si elle n'était pas sûre d'en avoir le droit. De l'eau gouttait de ses vêtements trempés par la pluie sur mon parquet. Je lui ai tendu une serviette et nous avons bougé sans parler. J'ai fait chauffer la bouilloire et versé 2 tasses de tisane à la camomille. Elle s'est assise sur le bord du canapé, avec précaution, comme si elle ne voulait pas rester longtemps, comme si elle ne le méritait pas. Et peut-être que non. Elle fixait sa tasse, les yeux creux. « Il n'est pas celui que je croyais », a-t-elle dit finalement, sa voix à peine un murmure. Je suis restée silencieuse, l'observant. Je veux dire, je savais, une partie de moi a toujours su. Mais je me disais que c'était le stress, qu'il avait juste besoin de soutien, que si j'étais patiente, il changerait. Pourtant, je n'ai rien dit. Elle a levé les yeux, sa voix tremblante. Je croyais bien faire à l'époque, quand on t'a demandé de partir. Demander comme si j'avais le choix. Je voulais juste maintenir la paix. Je ne voulais pas plus de conflits. Marc a dit... Elle a marqué une pause, déglutissant difficilement. Il a dit que tu ne partirais jamais à moins qu'on te pousse. Et moi, mon Dieu, je me déteste d'avoir accepté. J'ai pris une gorgée de thé. La chaleur une encre tranquille dans mes mains. « Tu me manques », a-t-elle murmuré, son regard fixé sur sa tasse de thé. Mais je ne sais pas comment réparer ça. J'ai étudié son visage, chaque trait de fatigue, chaque tressaillement. Elle cherchait le pardon mais craignait de le demander. Alors je lui ai donné la seule chose que je pouvais, le silence. Parce que parfois, le silence est plus sûr que la vérité. Nous sommes restés assises ainsi pendant près d'1 heure. Elle n'a pas demandé d'argent. Elle n'a pas demandé d'aide. Elle voulait juste être près de moi. Et je l'ai laissé faire. Quand elle s'est finalement levée pour partir, elle a tendu la main vers la mienne. « Je suis désolée », a-t-elle dit, sa voix rocailleuse. Pour tout, je n'ai pas répondu. J'ai juste tenu sa main un peu plus longtemps qu'elle ne s'y attendait. Elle s'est retirée la première, et puis, les larmes aux yeux, elle a franchi la porte. Je n'ai pas pleuré, mais à la seconde où la porte s'est refermée, je me suis effondrée dans ma chaise, tenant la chaleur de sa tasse de thé dans mes paumes, comme une bouée de sauvetage. Elle était venue. Elle m'avait regardée dans les yeux. Et maintenant, je savais que les fissures commençaient enfin à apparaître. Croyez-vous que certaines vérités, une fois prononcées, ne peuvent jamais être ignorées? La particularité du pouvoir, le vrai pouvoir, c'est que vous n'avez jamais besoin d'élever la voix pour l'utiliser. Marc, cependant, continuait de crier. Quelques jours après la visite en larmes de Léa, l'immeuble d'appartement bourdonnait de sa rage croissante. Ses tentatives pour découvrir le propriétaire d'Aegis Immobilier se sont avérées futiles. Notre bouclier juridique était impénétrable. Les voisins ont signalé des disputes, des verres brisés. Il a même envoyé une menace anonyme et furieuse. Mais j'étais prête, fortifiant l'immeuble pendant que son monde se fracturait. Léa, piégée, comprenait enfin sa cage. L'invitation pour une réunion obligatoire de l'immeuble est arrivée un mardi. Rénovation à venir dans la salle commune. Je savais que Marc serait là, désespéré de trouver une cible. Je suis arrivée tôt, me fondant dans le calme bourdonnement de l'attente, méconnaissable dans mon blazer anthracite et mes cheveux légèrement ondulés. Marc a fait irruption, Léa telle une ombre derrière lui, tous deux inconscients de ma présence.
Il a marché droit vers le gestionnaire immobilier, exigeant de connaître le nom du propriétaire. Je suis restée silencieuse pendant les annonces de routine. Puis le gérant a fait une pause. Nous tenons à remercier Aegis Immobilier pour son engagement. Le propriétaire est ici aujourd'hui si quelqu'un a des questions. Je me suis levée. La pièce a tourné. J'ai marché lentement vers l'avant, calme, assurée. Le visage de Marc s'est tordu de confusion, puis d'incrédulité. La bouche de Léa s'est entr'ouverte, choquée. Je me suis tournée vers l'assemblée. « Bonsoir », ai-je dit. « Mon nom est Éléonore. Je suis la propriétaire de cet immeuble. » On aurait entendu une mouche voler. Marc a fait un bond en avant. « Vous ? C'est une blague. Quel genre de jeu est-ce » J'ai rencontré son regard paniqué. « Pas un jeu », ai-je dit doucement. « Juste des affaires. Vous avez manipulé tout ça. Vous étiez derrière tout ça depuis le début. Vous avez augmenté notre loyer. Vous essayez de nous ruiner. » A-t-il sifflé. « Je vous ai donné un toit. J'ai fait des améliorations. J'ai traité chaque locataire de la même manière. Ce que je n'ai pas fait, c'est oublier. » Je me suis tournée vers le groupe. Toutes les questions concernant les changements pourront être abordées après. Alors que la réunion reprenait, Marc est resté debout, tremblant, furieux. Léa était assise, les mains jointes, les yeux grands ouverts. Quand la salle s'est vidée, Marc s'est jeté en avant. « Vous croyez avoir gagné ? Ce n'est rien. Vous vous êtes fait un ennemi. »« Non, Marc, » ai-je dit, le regard droit. « C'est vous qui l'avez fait. Le jour où vous m'avez traité comme si je n'avais aucune importance. » Léa s'est interposée entre nous. « Marc, arrête !» Il a reculé. « Qu'est-ce que tu viens de... »« J'ai dit d'arrêter !» a-t-elle répété plus fort. « Elle n'est pas ton ennemie. Elle ne l'a jamais été. C'est toi qui l'es. » Il l'a regardée, sidérée. Léa s'est tournée vers moi, tremblante. « Je ne savais pas, je le jure. Pour l'immeuble, l'argent, rien de tout ça. »« Je sais. » ai-je acquiescé. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?»« Parce qu'il fallait que tu le vois, pas seulement que tu l'entendes. » Léa a ravalé ses larmes. Marc a ricané. « Vous vous méritez bien. »« Non. » ai-je dit calmement. « Elle mérite mieux. » Je me suis retournée et suis partie. Pour la première fois depuis cette nuit terrible, j'ai ressenti une puissance, tranquille, ferme, entièrement mienne. Les menaces désespérées de Marc d'exposer mon passé ont été accueillies par la prompte mise en demeure de mon avocat. Les preuves de son harcèlement, de ses documents falsifiés et de ses diatribes étaient suffisantes. Il a paniqué. Léa a appelé 2 jours plus tard. Il est parti. Il a fait ses valises. Il a laissé un mot disant qu'il était pourchassé. Marc a disparu. Un fantôme, enfin réduit au silence par les menaces légales et sa propre peur. Léa s'est transformée. Elle a déménagé, trouvé un studio, commencé une thérapie. M'a peint un phénix que j'ai accroché au-dessus de ma cheminée. Nous avons parlé davantage, de vraies conversations, honnêtes. Maître Dubois a confirmé. L'immeuble a été officiellement transféré. Le litige est résolu. Vous êtes maintenant libre de vendre. Ce n'était pas juste de l'argent. C'était la reconquête de mon nom, de mon histoire, de ma force. J'ai vendu l'immeuble, discrètement. La moitié des bénéfices a servi à construire l'aile, Maison Elara, dans un foyer pour femmes. Un hommage à la force silencieuse de ma mère. L'autre moitié a permis d'acheter un petit 2 pièces charmant au parc aux Cèdres, dans ma rue d'enfance, avec des chênes et une balançoire sur le porche. Léa m'a aidée à déménager. Nous nous sommes assises sur la balançoire du porche. Je me souviens d'avoir fait du vélo ici, a-t-elle murmuré. Tu as toujours été en sécurité ici, lui ai-je dit. J'avais oublié ce que ça faisait, a-t-elle avoué. Nous avons préparé des croque-monsieur, partageant le premier vrai rire depuis des années. Le chapitre de Marc était clos. Il était un fantôme désormais.
Cette nuit-là, en regardant le clair de lune, j'ai dit à voix haute « Je te pardonne ». Non pas à Léa, mais à moi-même. Je n'ai jamais été le feu qu'ils ont essayé d'éteindre. J'étais l'étincelle qu'ils ont sous-estimée. Ils m'ont appris que le silence était une faiblesse, mais j'ai appris à l'utiliser comme une arme. Ils ont essayé de m'effacer, et je suis devenue quelqu'un qu'ils ne pourraient jamais oublier. J'ai glissé une note dans le journal intime de ma mère pour Léa. Tu n'as pas besoin de leur amour pour être digne. Tu n'as pas besoin de leur approbation pour être forte. Tu n'as besoin que de la vérité et de ne jamais, jamais oublier qui tu es. Mon thé a refroidi, mais mon cœur était chaud. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de gagner. J'avais juste besoin d'être celle que j'avais toujours été. Et maintenant, enfin, j'étais chez moi. Avez-vous déjà trouvé votre plus grande force en trouvant votre propre voix? Même lorsque le monde a tenté de vous réduire au silence, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires de résilience et de vérité.